et je vais présenter rapidement en quelques mots l'intervenant d'aujourd'hui. Donc il s'agit de Norbert Lenoir qui va présenter une communication sur Marx et Sartre, être sujet ou acteur de l'histoire, réflexion sur le peuple manquant. Norbert Lenoir est professeur en classe préparatoire à Nice et il est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Je vais en citer 3 qui sont publiés et un 3e qui est en préparation. Le premier, c'est La démocratie et son histoire, qui est paru au PUF en 2007. Le deuxième s'intitule La brèche démocratique, paru chez Aléa en 2008. Et le troisième, donc actuellement en préparation, s'intitule La contre-démocratie et le peuple absent. Pour l'instant, on n'a pas de manuscrit. Voilà, donc je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et je vous passe tout de suite la parole. Donc, bonjour à tous. Donc je remercie évidemment de l'invitation. Donc, juste quelques mots d'introduction au sujet du titre qui paraît un petit peu énigmatique. Concernant cette catégorie de sujets, évidemment, il ne s'agit pas de la faire mourir ou de la faire ressusciter une nouvelle fois, mais de montrer qu'elle ne prend de sens que dans une certaine dynamique, une dynamique historique que Marx appelle le prolétariat et que Sartre appelle le groupe en fusion. Justement, ces sujets, à l'œuvre, dans le temps, ne deviennent sujets que dans des actions particulières qu'ils exercent dans l'histoire. Et le prolétariat, chez Marx, et le groupe, chez Sartre, ouvre précisément donc des brèches qui correspondent à la dynamique d'émancipation. Ainsi, pour ces deux auteurs, l'histoire est beaucoup moins un vecteur tendu vers une fin inexorable qu'une dynamique que l'on peut qualifier de subjectivation, c'est-à-dire de création de sujets et sujets capables de briser, de déchirer le temps de la répétition, qui est celui donc de la reproduction, de la production et de la reproduction du capital, qui n'est que le temps pour eux, le temps de la domination. Donc, entre sujet et acteur, il n'y a nul lien d'opposition, mais un lien justement donc de dialectique. Un lien dialectique qui précisément fait l'histoire. Et comme on le verra, évidemment, cette création de ce lien dialectique entre sujet et acteur renvoie à une définition possible de la démocratie. Et précisément, ce couple entre sujet et acteur nous permettra peut-être de dialectiser la notion de peuple. Et il y a 2 façons de rendre le peuple absent. La première, on le rend incapable de gouverner en l'écartant du pouvoir, en le persuadant justement qu'il ne peut agir sinon par procuration. La deuxième façon, qui est aussi une façon tout à fait contemporaine, comme la première d'ailleurs, on enferme le peuple dans une unité mythique ou une identité nationale que seul un parti providentiel pourrait incarner et préserver. Donc l'absence du peuple oscille entre 2 choses, entre une relégation politique, et on fait du peuple simplement une machine à consentir, à produire des majorités gouvernementales, soit on l'enferme dans une abstraction mythique qui fait du peuple donc une substance transhistorique inaltérable. Et précisément, rendre le peuple présent, c'est montrer de quoi il est précisément le nom. Le peuple n'est peuple que s'il excède sa simple existence sommative, encore une fois, qui ne peut produire que le consentement au pouvoir. Et cet excès, justement, est créé dans la radicalité des révolutions, car le peuple devient acteur politique et du politique. Mais précisément, quand il advient, le peuple n'est plus un, car il montre qu'il est traversé par des conflits et par la lutte des classes.
Et c'est cette dimension qui, me semble-t-il, rapproche Marx et Sartre. Tous deux défendent ce qu'on peut appeler une politique de l'histoire et non une histoire politique. J'entends par là, l'histoire politique, c'est celle qui analyse l'histoire à travers une grille libérale, qui voit justement l'histoire comme le triomphe de l'état de droit, et d'un état de droit donc avec ses identifications. Démocratie égale économie de marché égale représentation. La politique de l'histoire, c'est relever des points historiques où ces identifications se fissurent par l'entrée justement en scène d'acteurs sociaux qui, en politisant l'ensemble de la société, font advenir la radicalité démocratique. À travers précisément la Commune de Paris, chez Marx, la notion de groupe, chez Sartre, nous essaierons donc de montrer en quoi ces deux auteurs développent une pensée de la démocratie en acte. Donc en première partie, donc évidemment on va parler de Marx, donc j'ai donné pour titre à cette première partie, le prolétariat, de l'assujettissement à la classe active, la commune comme démocratie prolétarienne. Donc la chose à mettre en œuvre, en avant, avec ce concept de prolétariat, c'est qu'il désigne moins un sujet créé par l'histoire qu'un processus à l'œuvre dans l'histoire. Ainsi, il faudrait moins parler de prolétariat que de processus de prolétarisation. Par conséquent, le prolétariat n'est rien sans ce processus qui prolétarise, qui précarise, dirions-nous aujourd'hui, qui précarise des catégories sociales toujours nouvelles et différentes. Ce qui nous intéresse donc pour notre propos, c'est le point suivant. Ce processus qui allie à la fois une définition de la pauvreté et une prise de conscience de la nécessité d'action politique, Marx, justement, identifie pauvreté et prolétariat. C'est bien la production d'une certaine pauvreté qui produit le prolétariat. À cet effet, donc dans l'introduction à la critique de la philosophie du droit, Marx dit « Ce qui forme le prolétariat, ce n'est pas la pauvreté née naturellement, mais la pauvreté produite artificiellement, par décomposition de la société. » Donc ce lien de constitution entre pauvreté et décomposition sociale, c'est le dévoilement d'un nouveau sujet historique. Et donc c'est le prolétariat qui nous permet de sortir d'une certaine définition vague et idéaliste du peuple. À la question où se trouve la possibilité de l'émancipation, Marx répond, dans la Sainte Famille, dans la formation d'une classe chargée de chaînes radicales. Et tout de suite, Marx associe le prolétariat à la notion de tort absolu. Donc, le prolétariat, chez Marx, est le nom d'une expérience particulière dans laquelle s'effectue à la fois un processus de subjectivisation et de polarisation de la société. Donc encore une fois, le prolétariat, ce n'est pas une classe parmi d'autres, c'est la classe du tort absolu. Et l'expérience de ce tort, ce n'est pas l'annonce d'un discours victimaire, mais la mise en évidence de la polarisation de la société en classes antagoniques. Le prolétariat se définit donc à partir d'un rapport fondamental de dépossession qui constitue la communauté, celle qu'il appelle la communauté de l'humanité souffrante. Et on peut dire que le prolétariat est cette synthèse historique, comme nous le dit Marx, entre l'existence d'une humanité souffrante qui pense et d'une humanité pensante qui est opprimée. Donc pour Marx, la signification du mouvement révolutionnaire ne renvoie absolument pas
à l'image de foules souffrantes et ignorantes, attendant d'être guidées par une élite de penseurs clairvoyants, elle provient bien plutôt d'une masse d'individus capables de donner à leur misère une signification historique. Et cette signification passe par une prise de conscience qui advient surtout pour Marx à travers l'une des fêtes, celle de juin 48. Et cette défaite de juin 48, à l'aide de cette défaite, le prolétariat va développer une double connaissance, à la fois de la politique et de son rapport justement avec la notion de peuple. Donc, je vais commencer par cette prise de conscience de la politique, le rapport entre connaissance et politique. Le prolétariat donc est un acteur historique précisément parce qu'il ne place pas le problème de son action dans le choix entre tel type de régime et tel autre, c'est-à-dire royauté et république, mais dans l'apparition justement de la question sociale. Et cette connaissance, précisément, encore une fois, Marx la situe à l'occasion de la défaite de juin 48. Donc on pourrait dire que paradoxalement, cette défaite est une victoire sur le plan théorique, car il permet au prolétariat de se délivrer d'illusions qui structuraient jusqu'alors sa pratique révolutionnaire. Dans un texte à chaud, puisque Marx l'écrit le 29 juin 48, dans la Nouvelle Gazette rhénane, article que Marx intitule « La Révolution de juin », voilà ce qu'il écrit. Bon, je vais être bref, mais le prolétariat comprend le sens véritable de l'invocation de la République et de la fraternité, tant proclamée en février 1848. Son sens véritable authentique, prosaïque, c'est la guerre civile, la guerre du travail et du capital. Marx, en 1852, souligne à nouveau cette idée dans le texte, le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Il dit « La défaite des insurgés de juin avait montré que la question en Europe n'était pas la République ou monarchie, elle avait révélé que la République bourgeoise signifiait ici le despotisme sans borne d'une classe sur une autre. » Donc alors le prolétariat est l'acteur social, justement, qui métamorphose toute lutte contre le pouvoir d'État en lutte contre le capital. Donc le prolétariat se constitue comme l'acteur qui politise l'histoire à partir d'une politique de l'émancipation. Et cette émancipation ne repose pas sur ce choix qui relève d'une lapalissade politique entre la démocratie et la monarchie, ou la monarchie et la république, mais d'une lutte justement contre un système économique et politique d'exploitation et de domination. Donc il faut, en quelque sorte, et ça on le verra à l'occasion de la Commune de Paris, il faut inventer un autre type de politique, une politique prolétarienne qui justement met à nu la lutte des classes. Et précisément, là, on a le deuxième levier, deuxième point, la connaissance du rapport entre le peuple et le prolétariat. La réalité du prolétariat nous conduit à revisiter le concept de peuple et à le déterminer par notre notion. Justement, Marx dit qu'il y a un certain culte du peuple. Voilà ce qu'il nous dit dans les luttes des classes en France. Les républicains de vieille souche voyaient dans l'ensemble de la France, du moins dans la majorité des Français, des citoyens ayant les mêmes intérêts, les mêmes discernements. Tel était leur culte du peuple. Évidemment, ce culte n'est qu'une glorification d'un peuple imaginaire. À ce peuple fictif, qui s'édifierait sur la fin de ce simple malentendu de la lutte des classes, doit évidemment naître un véritable peuple qui est
traversés par le conflit. Toute théorie de l'État, justement, repose sur une phraséologie de la Constitution qui a pour but de convoquer deux illusions complémentaires. Ces deux illusions sont les suivantes. Donc, le peuple serait souverain et il bénéficierait d'une unité politique. Cette phraséologie, précisément, a pour but de refouler les divisions sociales en projetant des représentations telles que la nation, le marché, qui relèveraient d'une politique au-delà de la lutte des classes. Par conséquent, une théorie démocratique dans laquelle le prolétariat posséderait une existence pleine doit faire émerger une autre temporalité, celle d'acteurs et d'événements négligés par cette histoire qui met au-devant de la scène les événements institutionnels et constitutionnels. Ces événements occultés sont évidemment les luttes des classes et les mouvements des révoltes populaires. Mais en parallèle, il faut évidemment créer une philosophie politique qui mobilise d'autres concepts que des concepts de vieille connivence avec l'État. À la mémoire occultée, donc, doit correspondre les concepts refoulés du politique, ainsi que ses identifications interdites. Et, encore une fois, cette focalisation nous permettra d'essayer de développer une démocratie indépendamment de l'État et de la représentation. Et cette entreprise de délégitimation est celle que Marx appelle le peuple réel. Celui, justement, qui n'est pas constitué par une unité imaginaire, mais par la lutte des classes. Je finirai donc sur cette, un petit peu sur ce résultat de cette défaite de juin. À travers la défaite de juin, le prolétariat en arrive à cette conclusion. Voilà ce que nous dit Marx dans les luttes de classe en France. La moindre amélioration, le prolétariat comprend que la moindre amélioration de son sort reste une utopie au sein de la République bourgeoise. Donc cette République n'est qu'une République illusoire, car elle refuse de compter le prolétariat comme une partie constitutive du peuple. Cette défaite dessine un possible. Sortir des cadres bourgeois, c'est réaliser historiquement l'identification entre le prolétariat et le peuple. Et cette identification se joue, justement pour Marx, dans la Commune de Paris. Donc là, on va essayer de développer ce point, la Commune comme expérimentation communiste et dictature du prolétariat. Même si ce terme, évidemment, de dictature du prolétariat, est tombé totalement en déshérence. La réalisation de la démocratie, c'est la Commune de Paris. La Commune de Paris, Marx la présente comme de la politique expérimentale. C'est de l'expérimentation politique. Justement comme l'expérimentation d'une effectuation de la démocratie, d'un espace démocratique. Et précisément, d'où vient cette expérimentation? Du fait que c'est le pouvoir, c'est la classe ouvrière. Voilà ce que nous dit. Donc alors là, essentiellement, les citations sont tirées de la guerre civile en France, de Marx, aux éditions sociales. Voilà ce qu'il nous dit. La multiplicité des interprétations auxquelles la Commune a été soumise et la multiplicité des intérêts qui se réclamaient d'elle montrent que c'était une forme politique tout à fait susceptible d'expansion. Ça, c'est très important, on y reviendra. Non seulement la Commune, c'est une expérimentation politique, mais c'est une politique qui a une forme expansive. Et autre point que Marx souligne, son véritable secret, le voici,
c'était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière. Le résultat de la lutte des classes. Hein. Encore une fois, ces deux points, me semble-t-il, sont très importants. Hein. La commune, c'est une expérience particulière, c'est une expérience qui donne à la politique donc, une forme tout à fait donc, expansive, d'expansion. On verra sur quoi ça joue. Et encore une fois, ce deuxième point, le suivant, hein, c'est le gouvernement de la classe ouvrière, c'est-à-dire donc un gouvernement qui est issu hein, du conflit de la lutte des classes. Donc la classe ouvrière, nous dit-il aussi, ne réalise pas d'utopie toute faite, mais c'est l'acte concret de l'émancipation. Donc on peut dire que la commune apparaît comme ce point focal de l'histoire, puisque, encore une fois, c'est la création d'un espace qui est le résultat de la lutte des classes et qui veut abolir leur existence, en détruisant donc le système de domination et un système de domination à la fois économique et à la fois politique. Donc ouvrir l'histoire de la commune, pour Marx, signifie rendre compte de ce fait. C'est justement la première révolution dans laquelle la classe ouvrière est ouvertement reconnue comme la seule qui est capable d'initiative sociale. Et encore une fois, cette initiative sociale se présente sous la forme donc de l'expansion. Donc la première action expansive du prolétariat, c'est précisément le dépassement, l'éclatement des classifications et des identités sociales données par l'organisation capitaliste et étatique. En effet, l'organisation capitaliste est bien une distribution d'identités à partir de la sphère de la production, à partir de la sphère de l'économie. On fixe les individus dans des identités que l'on veut fermer. Identité des salariés, sans pouvoir économique, soumis à l'identité du capital, qui fixe le devenir économique. De même, l'État distribue des identités fermées autour de l'opposition gouvernant-gouverné, élu, électeur. Évidemment, le principe de cette organisation est de créer un différentiel des forces sociales, produisant un déficit de puissance au sein des salariés et des gouvernants. Si l'on veut, dans cette distribution économico-politique des identités, le but est de créer des identités de seconde zone. D'un côté, nous avons des identités pleines. Il y a côté de l'État et du capital, à côté de l'État et du capital, donc à l'identité pleine. Il s'agit évidemment de faire apparaître l'existence d'identités de seconde zone, de moindre être, le travailleur et l'électeur, qui sont les deux identités qui sont dans l'incapacité d'agir. Justement, le prolétariat est cet acteur qui, par son action, est le contrepoint de cette relégation des identités. Et pour Marx, ce mouvement qui donne une puissance, qui veut redonner une puissance politique, une puissance économique, donc aux salariés, aux gouvernés, coïncide avec lui, avec le communisme. Ce mouvement d'expansion, évidemment, coïncide avec le mouvement communiste. Et, citation très connue, mais il faut quand même la rappeler, la citation de l'idéologie allemande, le communisme, ce n'est pas un idéal, hein, il le dit. Pour nous, le communisme n'est pas un idéal auquel la réalité devrait se régler. Le communisme, ce n'est pas un aimant. Ce n'est pas un but qui éventerait l'histoire. Le communisme, pour lui, nous appelons le communisme le mouvement réel qui abolit l'état actuel des choses. Donc, le communisme est donc un mouvement créé au sein
de la société, créé au sein de la société capitaliste, initié justement donc par les travailleurs. Donc ce mouvement communiste, encore une fois, ne doit pas se comprendre comme un trajet vers une cible, qui viserait donc une cible historique, mais comme, encore une fois, une expérimentation politico-économique. Expérimentation, encore une fois, qui vient remettre en question l'ensemble des structures sociales. Et donc, la commune, pour lui, est précisément c'est pas, encore une fois, un idéal, hein, il ne respecte pas un idéal, mais c'est ce qui vient essayer d'abolir, de détruire le modèle hiérarchique des places et des fonctions, et qui donne voix à la puissance de ceux qui n'avaient aucune part dans la séparation des pouvoirs. Et donc pour ceux qui douteraient encore de la filiation entre, du moins pour Marx, entre la commune et le communisme, voilà ce que nous dit Marx. Quand la Commune de Paris prit la direction de la Révolution entre ses mains, quand de simples ouvriers, pour la première fois, osèrent toucher au privilège gouvernemental de leurs supérieurs naturels, les possédants, et dans des circonstances d'une difficulté sans exemple, accomplir leur œuvre modestement, consciencieusement et efficacement, le vieux monde se tordit dans des convulsions de rage à la vue du drapeau rouge, symbole de la République du travail, flottant sur l'hôtel de ville. Donc, la Commune, encore une fois, montre que les sans-titres, les simples travailleurs, possèdent une capacité politique, une capacité à faire de la politique. Mais cet aspect politique, on va y revenir, cet aspect politique, mais cet aspect politique ne doit pas nous tromper, car si la commune est composée d'une majorité d'ouvriers, cela signifie aussi que son mouvement d'expansion, en étant précisément communiste, ne veut pas seulement et simplement détruire le pouvoir de l'État, mais son origine. Et son origine, c'est évidemment une origine économique. Et cette origine économique, encore une fois, passe par une définition du communisme, le communisme comme possible. Et dans un texte, bon, je vais un petit peu le raccourcir, dans un texte, un grand texte, Marx fait ce rapprochement entre le communisme et la commune, en parlant justement de l'abolition de la propriété de classe et la montée en puissance donc, de la production coopérative. Voilà le texte, voilà comment il se finit. Mais si la production coopérative ne doit pas rester un leurre et un piège, si elle doit évincer le système capitaliste, si l'ensemble des associations coopératives doit régler la production nationale selon un plan commun, la prenant sous leur propre direction et mettant fin à l'anarchie constante et aux convulsions périodiques qui sont le destin inéluctable de la production capitaliste, que serait-ce, messieurs, sinon du communisme, du très possible communisme. Donc à ceux qui identifient le communisme à une utopie impossible à réaliser, si ce n'est dans le sang et la terreur, Marx répond que la commune n'a pas réalisé un possible conformément à un plan idéal, mais l'a créé justement de toutes pièces. Par conséquent, elle n'a pas soumis le réel à la réalisation de possible, qui serait codifié dans un plan, dans une quelconque armoire, pour prendre l'expression à Bergson, une armoire impossible, mais
justement, la commune a réalisé son propre possible en dépassant la logique des faits capitalistes qui prétendaient justement épuiser tous les possibles, sociaux et historiques. Nous rejoignons la définition là, que Marx donne du communisme dans les manuscrits de 1944. Il définit le communisme comme un principe énergétique du futur prochain. Donc l'histoire, chez Marx, s'éclaire moins par la catégorie de fin, de but, qui attendrait son heure pour se réaliser, que par celle du possible. Le communisme, donc, est l'énergie du présent pour sa transformation. Il est le possible comme une catégorie du réel. Donc il faut, semble-t-il, donner une définition énergétique au communisme, comme nous y invite Marx. Et précisément avec la commune, c'est le communisme qui se fait réalité possible. Donc la commune a une dimension politique, on va y revenir, mais aussi et surtout une dimension économique. Donc la commune, comme mise en acte du communisme par l'acteur prolétarien, s'attaque précisément à la lutte des classes par des mesures concrètes, mesures qui souhaitent répondre aux conditions d'exploitation. Telles furent, nous dit Marx, l'abolition du travail de nuit pour les compagnons boulangers, l'interdiction sous peine d'amende de la pratique en usage des employeurs qui constituait à réduire les salaires en prélevant des amendes sur leurs ouvriers. Donc, si vous voulez, il y a toute une logique qui se met en place, bon, une logique courte, évidemment, je connaissais la commune, il n'y aurait que quelques semaines. Donc, tout en améliorant les conditions de travail, il s'agit aussi, évidemment, de diminuer le pouvoir du patronat et précisément aussi de montrer qu'il convient de légiférer sur le travail. Et légiférer sur le travail, c'est évidemment légiférer sur le temps de travail. Rappelons-nous que pour Marx, affirmer que l'économie vraie consiste à économiser du temps de travail. Le principe critique de l'économie politique. Et il le dit, donc toujours dans le même texte, le principe du critique de l'économie politique, la réduction du temps de travail nécessaire doit permettre le libre épanouissement de l'individu. En effet, grâce aux loisirs et aux moyens mis à la portée de tous, la réduction au minimum du travail social nécessaire favorisera le développement artistique, scientifique, etc. de chacun. Donc l'initiative de la commune montre l'illégitimité de l'ordre social du capitalisme qu'il prétend fonder sur des lois naturelles. La commune aussi, souligne Marx, a limité le droit de propriété en transférant justement certaines entreprises à la collectivité des travailleurs. Donc il le dit, hein, la commune a judicieusement désigné une commission communale qui étudiera la façon de transférer les ateliers et manufactures abandonnés à des sociétés coopératives ouvrières. Donc toutes ces mesures se fondent sur ce projet d'une société dans laquelle le travail productif cesse d'être l'attribut d'une classe. Hein, dit-il, la commune donc, est bien une société créant une dynamique communiste qui vise à extirper les bases économiques sur lesquelles se fonde l'existence des classes. Et cette dynamique, précisément, donc, a un nom, la dictature du prolétariat. Là, je renvoie à un texte de Engels, très connu, hein, c'est l'introduction donc, à l'édition allemande de 1891, de la guerre civile en France. Voilà ce que dit Engels. Le Philistin social-démocrate
a été récemment saisi d'une terreur salutaire en entendant prononcer le mot de dictature du prolétariat. Eh bien, messieurs, voulez-vous savoir de quoi cette dictature a l'air? Regardez la Commune de Paris. C'est la dictature du prolétariat. Un tout petit peu plus loin, Engels nous donne le trait général de cette dictature. Elle a pour but de détruire le pouvoir de l'État et de le remplacer par un pouvoir nouveau, vraiment démocratique. Donc, en identifiant la dictature du prolétariat à l'expérience démocratique de la Commune, on évite une détermination tout à fait fausse de cette dictature, me semble-t-il. La détermination erronée revient à la présenter comme une forme gouvernementale. La dictature désignerait alors un régime de gouvernement violent et arbitraire. Mais précisément, la Commune, si elle est la dictature du prolétariat en acte, n'est pas la dictature d'un gouvernement, mais justement le surgissement d'une classe qui a toujours été écartée de tous les pouvoirs, la classe ouvrière. À ce sujet, Marx cite un texte extrait du journal officiel du comité central de la Commune. Les travailleurs qui produisent tout et ne jouissent de rien, qui souffrent de la misère au milieu de leurs produits accumulés, fruits de leur travail et de leur sueur, ne leur sera-t-il jamais permis de travailler à leur émancipation? Le prolétariat, en face de la menace permanente qui pèse sur ses droits, de la négation absolue de toutes ses aspirations légitimes, a compris qu'il était de son devoir impérieux et de son droit absolu de prendre en main ses propres destinées et d'en assurer le triomphe. Donc c'est le journal officiel du comité central, donc c'est dans la guerre civile, édition sociale, dans les premiers essais de rédaction, page 225. Donc par conséquent, si la Commune est la réalisation de la dictature du prolétariat, cela signifie positivement que le prolétariat s'affirme pour la première fois dans l'histoire comme étant l'auteur et l'acteur de sa propre histoire. Et cela nous permet d'affiner la notion de prolétariat chez Marx. Donc, comme on l'a dit en introduction tout à l'heure, ce terme est solidaire d'un processus de prolétarisation, c'est-à-dire d'assujettissement à la production capitaliste. Ce processus répond justement à ce processus d'assujettissement, répond celui donc d'une subjectivisation par lequel le prolétariat devient acteur. Et le point de rupture donc, entre ces deux processus, assujettissement et devenir acteur, repose sur ce fait: pour devenir un acteur, le prolétariat est à l'initiative de lutte qui ouvre une politique du travail. Au double sens d'une conquête de la puissance politique et d'une transformation radicale dans l'organisation du travail et de la propriété des moyens de production. Donc on peut dire que le prolétariat, c'est un acteur historique, économique, politique, il transgresse justement les codes évaluatifs de la bourgeoisie, du libéralisme, en plaçant le travail et son organisation au centre du politique. Donc il fait de l'organisation du travail le problème politique et le problème de toute politique de l'émancipation. Par là même, donc, le travail devient un rapport fondamental en dehors duquel
une grande partie et une grande part de la politique reste inintelligible. Donc nous finirons cette analyse de la commune par son aspect donc, politique, qui est la revendication d'une communauté pleinement démocratique. La démocratie prolétarienne est une démocratie non représentative. Donc l'irruption du prolétariat comme acteur politique veut critiquer, ce qui est aux yeux de Marx un oxymore, la démocratie représentative. Donc, nous faut en venir à la critique chez Marx de l'élection. Marx est conscient que l'élection peut jouer sur deux logiques, deux versants. Soit un versant oligarchique, soit un versant démocratique. Dans une société de classe, nous sommes en présence donc d'une élection qui fonctionne à l'oligarchie. Seule une minorité doit accéder au pouvoir. Donc, en revanche, la logique démocratique de l'élection joue non pas sur une dynamique de différenciation, mais sur une logique de l'identité. Élire, ce n'est pas distinguer. Celui qui revendiquerait une différence, au nom de laquelle très vite il se présentera comme étant mon supérieur, mais c'est reconnaître celui qui est mon semblable, celui qui est identique à moi, celui donc qui partage les mêmes conditions sociales et économiques, et défendra par conséquent les mêmes positions que les miennes. Dans cette logique, donc, l'élection a pour but d'engendrer non pas des organes de la volonté, mais des organes de l'exécution. Donc le peuple ne consent pas ici au pouvoir en le transférant dans des institutions étatiques censées représenter la volonté. Le peuple donc élit simplement donc va élire des exécutants de sa volonté. Donc l'élection ici, l'élection démocratique, veut créer une identité entre les deux pôles de l'élection, entre l'élu et l'électeur. On peut là citer Marx dans la guerre civile, deuxième essai de rédaction, page 260. La commune devait être composée des conseillers municipaux des divers arrondissements, élus au suffrage de tous les citoyens, responsables et révocables à tout moment. La majorité de cette assemblée était naturellement composée d'ouvriers ou de personnes reconnues de la classe ouvrière. Elle devait être un corps agissant et non parlementaire, exécutif et législatif à la fois. Donc nous voyons bien que l'élection ici est travaillée par l'idée que tous les organes politiques de la commune doivent être un reflet sociologique de la composition de sa population. Si la majorité de la population est ouvrière, elle doit refléter donc majoritairement dans tous les lieux politiques de la commune cette composition. Donc, et dans ce système, c'est l'électeur qui doit rester le centre de gravité de l'élection, même une fois l'élection passée. Autre texte important, me semble-t-il, là c'est dans la version définitive de la guerre civile, au lieu de décider une fois tous les 3 ou 6 ans, enfin nous on dirait 5 ans, donc au lieu de décider une fois tous les 3 ans ou 6 ans, quel membre de la classe dirigeante devait représenter
Marx l'écrit entre guillemets. Donc, je relis. Au lieu de décider une fois tous les 3 ans ou 6 ans quel membre de la classe dirigeante devait représenter et fouler aux pieds le peuple au Parlement, le suffrage universel devait servir au peuple, constitué en commune, comme le suffrage individuel sert à tout autre employeur en quête d'ouvriers et de personnel de direction pour son affaire. Rien ne pouvait être plus étranger à l'esprit de la commune que de remplacer le suffrage universel par une investiture hiérarchique. Donc, cette définition du suffrage universel prend le contre-pied de l'élection dans le système représentatif. Encore une fois, l'élection n'a pas pour but ici de constituer une instance gouvernementale ou parlementaire qui, en absorbant la puissance du peuple, deviendrait par là le peuple voulant et agissant. Marx souligne bien qu'antérieurement à l'élection, le peuple est déjà constitué. Non pas constitué par une identité nationale, mais en tant que puissance produisant sa propre volonté. L'élection, donc, a pour but de reconnaître parmi les citoyens les individus qui pourront au mieux exécuter ces décisions. Et précisément aussi, dans une démocratie prolétarienne, le peuple conserve sa puissance après l'élection. Car, encore une fois, l'élu n'a pas de volonté propre. Marx rajoute que l'élu est révocable en permanence, mais aussi il est lié, parce que Marx appelle, après bien d'autres, le mandat impératif. Donc l'élu n'a pas de volonté propre, et sa fonction est d'exécuter la volonté de ses mandants. Marx nous dit, l'élu n'est que le serviteur responsable de la société. Le dernier point important à relever pour caractériser cette démocratie prolétarienne, tient justement à son caractère prolétarien. Et transférer ce fait que le salaire de référence d'un élu doit rester celui de l'ouvrier qualifié. La commune, nous dit-il, se débarrasse totalement de la hiérarchie politique et remplace les maîtres hautains du peuple par des serviteurs toujours révocables, remplaçables, et ils sont payés comme des ouvriers qualifiés. Donc, pour Marx, cette commune, la commune, nous dit-il, est véritablement la forme politique de l'émancipation sociale. En conclusion, pour cette première partie, on peut dire que la commune montre que l'émancipation, ce n'est pas revendiquer un libre arbitre, mais c'est la création de conditions sociales qui créent donc une autre organisation de la production, et à travers cette émancipation, c'est la création d'acteurs collectifs. Et cette dimension, précisément, on la retrouve chez Sartre. Donc voilà, on la retrouve chez Sartre, et à travers sa notion donc, de groupe. Donc Sartre se livre à une critique
de la démocratie, là aussi représentative. Donc comme le temps est file, je ne développerai pas ce point, mais je vais vite développer la notion donc, de groupe chez Sartre, qui est l'antithèse stricte de ce qu'il appelle la démocratie sommative. Donc, on peut dire que Sartre invalide la notion de peuple pour penser le politique. Le peuple, pour Sartre, ce n'est qu'un collectif, c'est-à-dire c'est le résultat d'une atomisation des individus qui ne tire son existence que d'une unité extérieure. Donc le groupe, chez Sartre, c'est l'exact contraire, c'est la création d'une praxis, une pratique commune, et dont l'enjeu est la création d'une véritable démocratie. Et cette démocratie, Sartre l'appelle la réciprocité médiée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La réciprocité médiée chez Sartre, c'est la création d'un milieu pratique. Donc, voilà comment la réciprocité médiée, c'est une intensification donc, de la puissance qui se produit donc par l'intensification du nombre. Et pour définir cette démocratie, il fait intervenir la figure donc, du tiers. Voilà comment il le définit. Je vois venir à moi le nombre que je forme en m'additionnant au groupe. Et je le vois venir par la venue de l'autre. En même temps, de ce fait, le groupe est accru en moi et en l'autre, par moi et par l'autre. Alors, donc cette démocratie, pour Sartre, elle est une communauté politique car elle est la combinaison de puissance de chaque individu. Et cette combinaison de puissance, c'est véritablement dans ce qu'il appelle donc la réciprocité démocratique. Et par conséquent, quel est l'enjeu de la liberté chez Sartre? La liberté, c'est justement l'éruption d'un nous. D'un nous, dit-il, qui est pratique et non substantiel. Donc le groupe n'existe que comme pratique, que comme action, qui crée une communauté, justement, une communauté d'action, une communauté donc en fusion. Et ce nous pratique donne une scansion, un rythme à l'histoire. L'histoire, dit-il, c'est donc dans la critique de la raison dialectique, l'histoire a pour structure essentielle de dévoiler le monde comme réalité nouvelle à travers la négation de l'ancienne réalité d'impuissance, c'est-à-dire à travers la négation de l'ancienne impossibilité d'être homme. Donc la liberté, certes, chez Sartre, est toujours en situation, mais c'est-à-dire toujours en présence de systèmes de conditionnement, de systèmes qui nous fait croire à notre propre impuissance,
Et précisément, l'histoire n'est pas une éternelle répétition, car des groupes peuvent se constituer et qui viennent, justement, ces groupes viennent briser l'impuissance. En conclusion, donc, pour le propos, même si Sartre a été un petit peu liquidé là, mais bon, pas grave. Ouais. Bon, c'est pas grave, on reviendra sur la discussion. Donc, à travers Marx et l'expérience de la commune comme dictature de prolétariat, et Sartre, à travers sa notion de groupe, il y a, me semble-t-il, une détermination commune de la politique et de la démocratie. Cette dernière, la démocratie, ne se donne pas comme un objet constitutionnel qu'il s'agirait de construire, déconstruire, reconstruire, mais elle se donne comme une pratique spéciale qui ne coupe pas les individus de leur propre puissance. Au principe justement de la séparation des pouvoirs, Marx et Sartre opposent un autre principe, celui de l'identité, de l'identité politique des acteurs. Justement, principe qui affirme que l'homme, né sujet politique, ne peut devenir un sujet politique que s'il est l'acteur de sa propre politique. Et on pourrait là faire résonner une phrase rousseauiste dans le contrat social. Rousseau dit « qui n'est rien ne produit rien ». Donc justement, être quelque chose, avoir une réalité politique, c'est produire des effets au sein du politique. Donc ces deux auteurs, Marx, là je reviens à Marx et Sartre, ces deux auteurs, donc, avec leur jeu de concepts, commune, dictature du prolétariat, et Sartre, à travers le groupe et son opposition justement entre le collectif et le groupe, nous font sortir justement une certaine innocence, présentation, une certaine innocence de la politique, voulue par la pensée libérale, celle qui justement identifie la puissance étatique à celle de la liberté. Donc pour le dire avec Sartre, le pouvoir de l'État, le souverain étatique, se crée par l'absence de la souveraineté des groupes. C'est en vidant cette souveraineté que l'État se crée et s'intensifie. Donc ces deux auteurs aussi nous permettent peut-être de dépasser cette définition classique de la politique comme dépassement des intérêts privés pour créer une volonté générale. Il nous faut peut-être justement sortir de ces concepts de volonté générale, peuple. Il nous faut sortir justement du culte du peuple imaginaire pour dire que la démocratie ne se définit pas par ces notions, elle se définit justement par la création dans le conflit, par le conflit, de sujets collectifs qui l'investissent et la font vivre. Donc, ce sera ma phrase finale. À travers la commune et le groupe, Marx et Sartre posent le primat de processus de subjectivation sur les institutions étatiques. Voilà, j'en finis. Pour cet exposé, je pense que je susciter beaucoup de questions. Vous vous intéressez principalement à la manière dont Marx tire les leçons de la Commune de Paris. Ce qui suppose, peut-être ou non, que ça serait la première fois que Marx est confronté à une expérience de commune. Or, ce n'est pas le cas. Bien sûr, là, il s'agit d'une expérience pratique politique, mais il a connu ça comme expérience historiographique. Le jeune Marx
s'intéresse énormément à la Commune de Paris 1792, et vous allez voir qu'il s'intéresse dans des termes qui font débat par rapport à ce que vous dites. Il lit les historiens allemands qui ont travaillé sur la question, il lit les sources qui sont disponibles depuis les années 1830, et dans un texte, et non seulement il prend des notes dans ses cahiers sur ces sources, mais il les recopie, il les traduit en allemand. Il y a un passage où il parle de la Commune de Paris 1792, il dit d'un côté, il y a l'Assemblée qui est sans puissance, vous voyez, on trouve le concept de puissance, et de l'autre côté, il y a la Commune de Paris qui est un centre de gouvernement improvisé. Et à ce moment-là, il pose une question que vous n'avez plus du tout posée concernant la Commune de Paris, donc c'est là où doit venir ma question. Il dit ceux qui vont réussir à transformer ces centres de gouvernement improvisés, il entend non seulement la Commune de Paris, mais l'ensemble des sections qui sont autour, ce sont les législateurs montagnards, Robespierre et les autres. Ils vont créer l'unité du pouvoir politique, ensuite va arriver la Convention. Alors la question qui se pose est de savoir si, passant d'une expérience historiographique, une expérience historique, qui est celle de la Commune de Paris qu'il connaît très bien, parce que les sources disponibles dans les années 1840 sont des sources équivalentes à celles qu'on peut avoir maintenant. On a les procès-verbaux de la Commune, on a toutes les adresses. À la Commune de Paris, est-ce que dans cette figure de l'autre qui restitue, la figure de législateur qui restitue la puissance politique au peuple, est-ce que dans l'expérience de la Commune de Paris, elle a disparu? Puisque vous avez dit, au fond, pour la Commune de Paris, les représentants ne doivent être que des exécutants. Ce qui n'est pas du tout, évidemment, la vision du législateur révolutionnaire et montagnard, qui n'est absolument pas, au contraire, qui constitue le pouvoir législatif comme pouvoir révolutionnaire, il y a des formules célèbres de Marx là-dessus, et qui relègue le pouvoir exécutif, y compris dans l'ennemi. Donc, quand on arrive sur Sartre, et que vous notez à quel point la question de la réciprocité, de la figure du tiers, de la figure de l'autre, est-ce qu'il y aurait chez Sartre, dans son travail sur la raison dialectique, par rapport à Marx, une volonté malgré tout de restituer, y compris dans les expériences les plus avancées politiques de Marx, et bien sûr celle de la Commune de Paris, une figure de l'autre construisant le peuple, qui est quand même quelque part, non pas une figure du représentant, mais peut-être qu'il y a un autre terme chez Sartre qui désigne un terme plus philosophique. Vous parliez d'un tiers, vous parliez d'un autre, il y a peut-être d'autres termes. Je n'ai pas lu la critique de la raison dialectique depuis très longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas une figure quand même, une figure unificatrice qui fait que, ou sinon, si vous voulez, on passe, ça donne quand même l'image que vous donnez de Marx, une vision très instrumentalisée du peuple. On passe d'une instrumentalisation bourgeoise à une instrumentalisation démocratique, populaire, prolétaire. Mais il manque quand même, donc c'est très intéressant chez Sartre cette réflexion sur une figure qui permet de construire une communauté d'action. Donc est-ce qu'il y a chez Sartre, puisque vous n'avez pas eu trop le temps de parler de Sartre, lorsque vous preniez le temps de développer un peu, on en attend un peu plus hein, sur Sartre, justement, si ma question est pertinente, autour de cette question, communauté d'action, figure de l'autre, est-ce que c'est encore une figure complètement d'intériorité du peuple par rapport à l'analyse que vous faites de Marx, ou c'est quelque chose de plus compliqué chez Sartre? La précédente, moi personnellement, je ne suis pas un spécialiste marxiste, ni même sartrien d'ailleurs, et au travers de votre description de la réflexion de Marx, je ne comprends pas trop comment il va formaliser la volonté du peuple. Si les élus sont uniquement des exécutants, ils vont exécuter quoi? Et là, je n'ai pas du tout ressenti comment cette unité, cette action, cette politique allait être définie, la politique du peuple. Et évidemment, le problème et le danger, c'est que quand le groupe va perdre cette dynamique de totalisation, il va y avoir un déficit démocratique. Et c'est-à-dire que là, ça va se transformer en dynamique d'unité. Et justement, il va y avoir la figure d'un législateur, ou du moins d'un organisateur du groupe qui va s'institutionnaliser. C'est ça, voilà. Et là, c'est tout important, et c'est sans solution. C'est-à-dire que là, on peut le voir, me semble-t-il, de façon optimiste ou pessimiste. C'est-à-dire que l'histoire est une succession, justement, c'est une succession de brèches démocratiques créées justement par cette mise en commun, cette mise en communauté d'action. Et cette action, justement,
le tiers ne doit jamais être à l'extérieur. À partir du moment où le tiers est à l'extérieur, c'est terminé. Hein, c'est terminé. C'est une sorte d'opposition structurante hein, qui est pour moi tout à fait d'actualité, entre le collectif. D'ailleurs, le collectif, c'est créé par l'élection, c'est ce qu'il appelle la sérialisation, c'est-à-dire que la série, la démocratie sommative, c'est-à-dire que le peuple n'est que le résultat d'un compte de voix, hein, qui crée des majorités. Et en fait, derrière ce compte, il y a un décompte fondamental, c'est-à-dire qu'on va décompter toutes les puissances, justement, les puissances révolutionnaires. Hein. C'est pour cette raison que dans le collectif, le peuple ne parle jamais. Ou alors s'il parle toujours au passé. Le peuple a voté. Et une fois voté, justement, c'est terminé. Hein, avec la résurgence de ces slogans gouvernementaux, la rue ne gouverne pas. Hein, c'est tout à fait symptomatique. Elle ne peut pas gouverner, puisque effectivement, le peuple ne se constitue qu'à l'occasion d'une sommation. Hein, c'est ce que... là, c'est le tir de barrage sartrien. Et le groupe, c'est ça. C'est-à-dire que le groupe n'est... Alors, peut-être utopie, peut-être moins... Mais le groupe n'est qu'en activité. C'est ce qu'on appelle justement la fusion. Et justement, quand la fusion se perd, la fusion va avoir tendance à s'institutionnaliser. Et là, l'institutionnalisation donc, du peuple, cette institutionnalisation va donner la création d'un collectif. Et après, c'est ça. Vous pourrez voir ça sous un angle peut-être schopenhauerien. C'est un mouvement de pendule. Hein. C'est un mouvement pendulaire, l'histoire. Enfin, c'est la lecture que j'en ai avec la raison dialectique. Alors, oui, Marx, vous avez tout à fait raison, hein, c'est effectivement, mais me semble-t-il, là je rejoins la commune, certes, mais pour lui, quand même, c'est la première fois qu'il y a une tentative de brèche dans l'organisation capitaliste. Chose qui n'a pas eu lieu, hein, voilà, hein, 92-93, c'est ça, me semble-t-il. Hein. C'est pour cette raison, bon, peut-être mal organisé mon affaire, mais c'est pour cette raison que, me semble-t-il, que la commune, la lecture marxiste de la commune, il faut tenir les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire que c'est à la fois donc, économique, hein, bref, bon, même si les mesures sociales sont peut-être infimes, mais quand même, il y a ce point qui arrive, c'est que la question de l'organisation du travail, la question du travail doit devenir le problème politique et le problème du politique. Hein. Encore une fois, le politique, c'est pas simplement l'institution, la création d'une constitution, enfin, c'est pas ça, quoi, à travers la séparation des pouvoirs ou autre. Le problème politique, c'est aussi et surtout, doit commencer à partir du problème de l'organisation du travail et de sa division. Hein, me semble-t-il que c'est le problème. Au fond, oui. Enfin, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, un démenti à... Oui. Je reste ici. Attendez, parce qu'il y avait un autre... Oui, alors, oui, non, j'ai pas fini. Au sujet donc de la prise de décision, évidemment, mais Marx a encore une fois, sait trop bien qu'on peut créer très très vite donc un peuple fictif, hein, sur le problème donc, de la représentation, et qui veut absolument limiter la fracture donc, entre l'élu et l'électeur. Et donc, pour lui, à ses yeux, la Commune de Paris, à travers l'expérimentation politique, a voulu réduire l'écart, hein, entre l'élu et l'électeur, hein, sur la prise de décision. Et donner, encore une fois, toujours une latitude au peuple de contrôler et de révoquer. Hein. Ça me semble-t-il que la révocation, le pouvoir de révocation est un pouvoir
absolument important dans la commune. Je rebondis sur ce que vous venez de dire sur le principe de révocation qui est très important. Comment peut-on agir à partir du moment où on sait qu'il peut être révoqué immédiatement et aussi sur des raisons qui ne sont pas peut-être tout à fait fondées? Le problème, effectivement, c'est un problème, mais on pourrait inverser aussi. C'est-à-dire que si la révocation n'existe pas, c'est la voie à une organisation oligarchique, à une coupure. Il y a des étapes. Oui. Bon, mais ça, encore une fois, bon, là, on va... Si vous voulez, Marx, là, n'en parle pas. Alors, effectivement, là, on peut être dans la spéculation pure, effectivement. Mais là, on quitte la dimension de l'analyse véritablement marxiste de la commune. Il peut y avoir des étapes, effectivement, oui, on peut limiter, par exemple, les objets de révocation. Mais c'est... Encore une fois, me semble-t-il que Marx est travaillé par cette idée quoi, de l'écart. Ce qu'il a en vue, c'est ça, quoi, une organisation du pouvoir qui repose justement sur le principe de la séparation. Et lui, il est travaillé par un autre principe qui est celui de l'identité. C'est semble-t-il, deux définitions de la démocratie. L'histoire aussi aux États-Unis a été travaillée par cette polémique entre les fédéralistes et les antifédéralistes sur le problème donc, de la représentation et de l'identité. Semble-t-il. Et c'est pour cette raison qu'on pourrait aussi faire une connexion avec Rousseau. Il y a peut-être un moment machiavélien du politique, mais il y a peut-être aussi un moment rousseauiste du politique, justement, où Rousseau définit la démocratie par cette notion d'identité. Semble-t-il que c'est ça. Alors, effectivement, on peut voir le côté fragile, difficile à mettre en œuvre. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, on ne peut pas... des raisons de révoquer quelqu'un... alors, il faudrait penser à des moyens concrets pour limiter, mais c'est au niveau là, bon c'est facile de se mettre du côté là, de se ranger du côté du principe, mais me semble-t-il qu'il faut voir aussi le côté polémique du principe pour limiter encore une fois la séparation et l'impuissance, parce que très vite du côté de la séparation entre l'élu et l'électeur, le centre de gravité de l'élection, il va tourner non pas du côté de l'électeur, mais du côté de l'élu. Période maoïste, on allait juger quelqu'un sur sa gueule, excusez l'expression, et Sartre cautionnait, et même il dit aussi la pensée de Fanon dans sa préface aux damnés de la terre, et c'est presque à chacun son boche, et donc je pense que quelquefois ces excès ouvre la voie à un procès injuste qui est fait aujourd'hui. On en parle beaucoup moins. Et c'est dommage. Et je vois même dans les universités populaires, par exemple à Lyon, on nous dit que Merleau-Ponty c'est 100 fois mieux que ça. Et alors, dans la foulée, je voulais savoir si aujourd'hui il y a des gens qui peuvent légitimement se réclamer de ça, parce que quand je vois l'évolution des temps modernes, Sartre avait pris soin le lendemain de la guerre des 6 jours, donner la parole, la moitié de la revue consacrée à la cause arabe, il n'y avait pas encore le terme palestinien proprement dit, et la moitié à la cause israélienne, alors qu'aujourd'hui la revue a entièrement basculé d'un seul côté, me semble-t-il, avec Franz Mann, qui reconnaît d'ailleurs qu'il n'était pas d'accord à cette période avec ça. Donc est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens qui peuvent légitimement se réclamer de ça? Voilà. C'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque. Je trouve que la pensée du politique comme processus, et ce qui est dit autour de la constitution du peuple et du groupe,
dans des dynamiques même de l'activité politique, c'est tout à fait intéressant. Il y a deux questions vraiment de tension là, qui sont un petit peu, qui méritent peut-être d'être travaillées. La notion des fins, parce que chez Marx, je ne pense pas que ce soit si simple, et la notion de champ possible, moi je crois que c'est tout à fait intéressant. En même temps, par rapport à la dimension sociale, je dirais quelque part, c'est aussi le rapport le débat autour du projet, au sens où dès lors qu'on admet en quelque sorte une identité sociologique avec le monde du travail, en prenant en compte l'enjeu du travail, ça voudrait dire qu'il y a presque, peut-être, je ne sais pas, une sorte d'identité entre situation objective et conscience de classe, quelque part. Et puis que les choses, même si on avait cette vision un peu peut-être historiquement datée, on saurait forcément, il y aurait forcément un seul champ possible et que tout se réglerait autour de la question des rapports sociaux, d'exploitation. Ça veut dire que c'est l'articulation peut-être, quand on parle de transformer le monde, mais aussi la représentation du monde. La représentation du monde, c'est pas simplement comprendre le monde dans lequel on vit, mais c'est aussi la question du monde possible et du monde souhaitable. Aujourd'hui, je ne sais pas. Alors, à mon avis, c'est pas seulement un problème théorique ou philosophique ou conceptuel, c'est aussi un problème politique et aussi marqué par l'histoire, au sens où je ne pense pas qu'on puisse penser complètement la même chose aujourd'hui, avec les enjeux de civilisation liés le combat de classe qui s'est vécu, perdu, mais aussi toute la dimension anthropologique aujourd'hui qui joue en termes de civilisation. Je pense qu'effectivement, on peut penser le problème par en bas et par la droite, je dirais, en prenant en compte. Mais je pense qu'on a simplement besoin de revivifier ce débat-là pour quelque part. Moi, par exemple, je pense que l'enjeu de projet, dans ce qui a été dit ou ce que j'ai compris, la notion de projet aujourd'hui n'est pas évacuée complètement en termes de projet pensé comme décidé justement, où cette confrontation, au-delà des situations objectives ou des situations individuelles particulières à un moment donné, mais aussi du choix qui devient possible, la vision de la société. Voilà. Sur la question de la représentation politique qui a été évoquée dans les diverses interventions, une partie d'entre elles, une question qui me paraît vraiment centrale à la fois historiquement et politiquement aujourd'hui. Et du coup, je voulais te soumettre ce qui me semble être un désaccord avec une partie de ton analyse là-dessus. Je dirais un double titre. D'abord historique et ensuite politique au sens politique contemporaine. D'abord, du point de vue historique, concernant précisément l'analyse que fait Marx de la Commune de Paris, il me semble qu'il y a chez Marx plutôt sur la question de la représentation politique quelque chose comme une tension. Dans un texte d'ailleurs que tu as cité, qui mentionne la question de la compétence, et qui, de façon très curieuse et unique dans l'œuvre de Marx, mentionne la compétence telle qu'un employeur la sélectionne chez des cadres dirigeants. Donc c'est rare qu'ils prennent comme modèle politique la structure de l'entreprise capitaliste. Mais là, on trouve un critère qui est celui de la compétence, comme faisant du représentant, d'abord quelque chose qui est important et qui persiste, et puis plus qu'un porte-voix, quelqu'un qui dispose à un moment donné d'une compétence, alors qui pour Marx, bien entendu, peut s'acquérir, mais qui complexifie, à mon avis, cette question de la représentation, loin de ce que j'entends, moi, dans ton intervention, comme peut-être un Marx un peu anarchisant, ou spontanéiste, comme on veut, qui penserait la politique à l'opposé de toute forme institutionnelle et contre toute forme d'institutionnalisation. Alors, il me semble que chez Marx, il y a cette réflexion sur une dialectique, en fait, entre des formes de lutte et de mobilisation sociale, la question du caractère durable ou pas, justement, de ces formes de mobilisation, et la manière dont l'institutionnalisation, relative mais réelle, peut surmonter ces difficultés à maintenir les mobilisations. Et je crois que Marx trouve dans la Commune de Paris l'exemple d'une forme représentative. Le mot représentation intervient plusieurs fois dans le texte et dans les autres textes sur la situation française de 48 à 71, en pensant la représentation comme médiation. C'est-à-dire, moi j'aurais tendance à penser qu'il y a chez Marx deux versions de la représentation politique, l'une qui est délégation et captation, donc démocratique si on veut, et l'autre qui est représentation comme médiation politique, donc tout à fait indispensable chez Marx, et qui pose, et alors c'est là que j'en viens à la phase, disons, politique de ma remarque, qui pose la question du fameux dépérissement du bris de l'État.
Parce qu'on a évidemment ce thème chez Marx, mais on voit aussi tous les problèmes qu'il peut poser aujourd'hui à décrier l'intervention étatique, à dénoncer tout ce qui serait institution politique. Et on voit que du coup, on se rend aussi impuissant face à une thématique profondément libérale de critique de l'État. Alors, je crois que ça repose vraiment la question de savoir s'il ne peut pas y avoir, si on suit les textes de Marx sur la commune et d'autres textes, une réflexion sur un autre type d'instance politique, néanmoins centralisée, qui penserait quelque chose comme une réorganisation de l'économie sous mode de planification, pour dire le mot, et qui suppose à un moment donné de construire une instance politique avec des représentants qui sont des représentants révocables, mandatés et révocables, bien entendu, mais qui sont des médiateurs et qui sont, à un moment donné, un moment politique que Marx n'écrase pas sur la dimension sociale, ni sur la dimension économique. Donc voilà la question. Et il me semble qu'on trouve chez Sartre, on pourrait trouver aussi chez Sartre, je crois, une analyse de même nature dialectique sur cette tension entre le pratico-nominaire d'un côté, et cette dimension propre à l'institution, et de la retombée dans le pratico-nominaire, et puis le moment de mobilisation et la complexité entre les deux. Voilà, je voulais savoir ce que tu pensais de cette remarque que je voulais faire et qui recouvre, je crois, pas mal de choses qui ont été dites. Sartre, Merleau-Ponty, sur le prééminence des deux, donc Merleau-Ponty et les aventures de la dialectique. Alors donc, oui, non, mais on peut, oui, je pense que Sartre, même si au sein de l'université, il est clair que Sartre n'est pas un auteur qui est enseigné, enfin développé, on peut, il y a une filiation sartrienne dans la pensée, enfin, je le souhaite en tout cas, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, sur la notion des fins, des projets, oui, mais encore une fois, la fin, me semble-t-il, la notion de but de projet existe évidemment chez Marx, mais me semble-t-il que c'est pas, il ne faut pas l'entendre comme un but, encore une fois, qui serait situé à la fin de l'histoire et qui, encore une fois, conduirait, aimanterait le temps historique, quoi, hein. Me semble-t-il, ce qui est important, c'est encore une fois la notion de possible. Hein. Ce possible, il s'éclaire toujours dans des actions particulières. Hein. Et une action particulière, elle réagit toujours au moment présent et aux conditions de l'aliénation présente. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de transformation sans représentation du monde. Et une représentation aussi, évidemment critique. Et là, on tombe en employant le terme de représentation sur ta question absolument importante et épineuse. Alors, oui, bon, premier temps, effectivement, il y a une critique de la représentation chez Marx à travers l'élection et le parlementarisme. Et comme je l'ai signalé, hein, pour lui, il est conscient que l'élection peut jouer sur deux versants. Soit elle va créer un versant oligarchique, on dirait aristocratique. Bon, ça remonte à loin, ça. Hein, on le trouve déjà chez Aristote, qui dans les politiques dit l'élection est par nature aristocratique, le tirage au sort est par nature démocratique. Hein. Donc bon, c'est pas une invention marxiste, hein, c'est pas une découverte marxiste, mais alors là, il lutte contre cela. Alors donc, non, enfin, alors là, moi je ne défends pas du tout la thèse, en revanche, spontanéiste, non, du tout, là, pas du tout. En revanche, toujours la même chose, c'est que la représentation, il faut se méfier, enfin, il faudrait trouver un autre concept que le terme de représentation, parce que le terme de représentation, me semble-t-il, tire trop du côté du parlementarisme. C'est-à-dire que, encore une fois, le terme de représentation joue trop sur la fracture, hein, entre l'élu et l'électeur. S'il n'y a pas d'auto-organisation sociale spontanée, il faut toujours aussi se méfier
des organisateurs, enfin de personnes, de groupes qui se revendiquent comme étant les organisateurs de la société au nom d'un savoir. Et on sait trop de nos jours ce que ça peut donner au nom d'un savoir technocratique ou autre, quoi, parce que c'est ça qui est important, et c'est ça, encore une fois, qui a fait peur, hein, par rapport à la citation aussi, le drapeau rouge qui flotte sur l'hôtel de ville. C'est ça aussi, cette peur qui envahit, qui continue, à envahir. Pour l'instant, c'est Platon qui a eu raison, quoi, hein. La cité est envahie par la technocratie, c'est-à-dire par la revendication au nom d'un savoir. Ceux qui représenteraient un savoir doivent avoir le pouvoir. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Deux questions brèves et peut-être liées. Le groupe, l'apport de Sartre à l'élaboration marxienne, Sartre parle effectivement de groupe en fusion, mais il parle aussi du stade fraternité-terreur, c'est-à-dire sur les dérapages possibles. De même que Marx, d'ailleurs, sans l'avoir, je crois, je ne sais pas, réellement théorisé, dans la critique du programme du Gotha, montre à quel point on peut se tromper avec les meilleures bonnes intentions. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, ce que vous pensez de la fraternité-terreur dans Sartre et des dérapages possibles et de la nécessité d'en avoir bien conscience pour les prévenir. Et deuxièmement, alors, je ne sais pas si vous avez vu le film de Peter Watkins sur la Commune. Alors ça, c'est formidable, parce que ça complète merveilleusement tous les abords philosophiques. C'est un film d'un cinéaste anglais philosophe, tout à fait marxien, vraisemblablement, et dont on peut trouver énormément d'extraits dans YouTube. Et c'est un film extraordinaire, fait par des non-acteurs, improvisants. Voilà, enfin je signale ça, Peter Watkins, la Commune. Formidable. Hein. Moi je voudrais savoir votre rapport, qui bien entendu s'agit de votre rapport par rapport en fait, aux idées de Rancière, puisque j'ai remarqué que dans votre intervention, vous avez mobilisé deux concepts fondamentaux de Rancière, à savoir deux notions, la notion de sans-part et la notion de sans-titre. Même si vous n'avez pas évoqué le nom de Rancière, pour qui, à lui quand même, Rancière, ce sont des notions qui sont mobilisées dans un certain nombre d'ouvrages de ce auteur. Votre rapport me semble ambigu. En même temps, vous mobilisez ces notions, mais en même temps, plus loin, en ce qui concerne par rapport à un des points qui constitue la rupture entre Rancière et le marxisme de façon générale, et en particulier avec son ancien maître Althusser, à savoir la notion de la conception de l'histoire. Vous vous inscrivez d'un point de vue rancien, bien entendu, vous vous inscrivez dans la vision marxiste, à savoir l'histoire. Plutôt, vous dites que Marx ne conçoit pas l'histoire comme la réalisation d'un plan, alors que c'est ce reproche que Rancière fait au marxisme de façon générale, et en particulier à Althusser. Donc, en vous entendant évoquer des notions qui sont si chères à Rancière, et en vous entendant aussi parler de cette façon par rapport à la notion de l'histoire, et je me dis, mais quel est votre rapport exact avec cet auteur? C'est la question que je me pose. Moi, j'avais une petite série de demandes de précision que j'essaie de transformer ça en question. À propos de la phrase de conclusion, donc, bien sûr, primat des processus de subjectivation sur les institutions
prennent un pouvoir qui leur a été confié, etc. En un certain sens, ça peut rejoindre un petit souci que j'ai toujours dans le rapport Sartre-Marx, même si je comprends bien que Sartre est la gauche de la phénoménologie française. Le petit souci, il est qu'en fait, si on part du principe définitionnel essentiel posé au début, le prolétariat, c'est un processus, il est défini par un processus d'appauvrissement spécifique dû aux structures mêmes de l'exploitation capitaliste. Si on part de cette définition-là, c'est-à-dire que l'identité va se construire dans un processus qu'elle est donc mouvante, etc., et appelée à être transformée, voire à se transformer elle-même, c'est le processus pour l'émission de l'obligation, etc. On ne peut pas ne pas non plus souligner que c'est un processus, tout ça, ça a été très bien dit, qui relie la définition du prolétariat à cette pauvreté spécifique qui est liée à un mode de production. On est dans l'économique. On est dans l'économique. Et alors, ce qui me gêne toujours avec le rapprochement Sartre-Marx, c'est que même si on va retrouver conceptuellement cette thématique du processus, j'ai un petit peu l'impression que l'identité nouvelle constituée par la formalisation sartrienne du groupe en fusion, etc., elle est quand même coupée de l'économique. C'est-à-dire que précisément, quand Marx constitue une identité nouvelle, et d'ailleurs si quelqu'un sait exactement d'où vient ce texte, je veux bien qu'on me le dise parce que j'ai perdu la référence, il dit oui, ce n'est pas la volonté générale, c'est la volonté réelle de la coopérative. Hein. Donc il y a effectivement une identité politique nouvelle, mais qui est issue de la transformation des relations sur le lieu même du travail, voire de la transformation de la structure du travail lui-même. Voilà. Alors, est-ce qu'en faisant reposer l'économie non pas sur un processus, mais sur l'en-soi de la rareté, Sartre ne se coupe pas de toute façon de ce qui fait la teneur historique auto-négatrice, contradictoire et transformatrice de ce qui peut constituer des identités politiques nouvelles, c'est-à-dire le processus économique. Et il ne se coupe pas en un sens de Marx, même si on veut l'en rapprocher. Voilà. Est-ce que Sartre est coupé de Marx? Là, oui et non, c'est quand même la rareté. Enfin, elle dit là, ce concept de rareté est aussi un concept économique. Mais il n'est pas processuel, c'est un en soi. Il n'est pas historique. Chez Sartre, est-ce qu'il est historique? Est-ce que la rareté, voilà, c'est ça la question. Ah, si, la rareté est historique parce qu'elle joue justement dans des conditions elle joue forcément. Sinon, c'est une abstraction pure. On va pas non, mais je pense non, parce que la rareté est un concept, mais il joue toujours dans des conditions historiques. Donc il est dynamique. Donc oui, donc il est dynamique, oui. Hein? Mais avec parce des que sorts. c'est au nom, je dis ça, c'est au nom de la rareté quand même qu'on va désigner justement le sacrifice des surnuméraires. Justement. Me semble-t-il, hein, c'est encore une fois, si on dit que la rareté est un concept transhistorique, toujours le même, qui existe des variés tours, là on tombe. Parce qu'on peut relier ça quand même aussi à la tentative aussi de lecture de Sartre, de l'œuvre de Marx, pour justement redynamiser, revitaliser les concepts marxistes. Il tente, alors après évidemment on peut critiquer, bon c'est pas, ça va de soi, mais il y a aussi cette volonté qui est assez intéressante de la part de Sartre, de sortir, hein, comme il le dit, hein, Marx de cette espèce de scolastique de la totalité. Et donc de faire jouer. Et justement. Mais vous n'avez pas répondu à la question fondamentale, qui est la question du rapport avanciel. Oui, mais j'ai dit que
je remontais. Parce qu'elle est au fond de ce donc voilà, hein, sur le... Et je pense, là encore une fois, cette volonté, Sartre a cette volonté justement de rendre les identités mouvantes, même au sein des classes, hein, puisqu'il se réfère justement au 18 Brumaire, dans lequel justement Marx revient, il redéfinit le concept de classe, hein, puisqu'au sein même de chaque classe, il y a un mouvement de dissolution. Le prolétariat se dissout dans le plein prolétariat, il y a une décomposition aussi au sein de la bourgeoisie, enfin, il y a tout ça en... Rancière, oui, alors, donc, j'y viens. Donc, à Rancière, oui, évidemment que j'ai utilisé j'ai eu recours à des concepts de Rancière, enfin, justement, la notion de sans-titre, hein, qui me paraissait tout à fait correspondre à ce que Marx voyait dans la commune. Et après, votre question, c'est sur l'histoire, c'est ça, chez Rancière? À la fois, vous mobilisez donc ce concept. Donc, oui, j'ai pas effectivement, donc si Rancière pense que pour Marx, effectivement, c'est une histoire absolument mécanique, hein, c'est-à-dire que à travers donc, les modes de production devrait absolument naître le mode de production communiste. Je ne pense pas que cette pensée existe chez Marx. C'est-à-dire qu'encore une fois, le communisme doit se faire à même l'histoire. Comme il le dit dans la commune, la commune ne réalise pas un plan. D'accord ? Elle réalise, encore une fois, à partir d'une situation concrète, une tentative de sortie du capitalisme, des modes de production. Et ça aussi, on le trouve chez Rancière, mais chez d'autres. Hein. Et ce qui est intéressant chez le communisme, c'est son mouvement, donc de brèche, mais aussi son mouvement de création d'un sujet, et d'un sujet collectif. Mais ce sujet collectif ne se crée que dans une dynamique du conflit. C'est ce qui est au centre, enfin bon, ça c'est pas nouveau, quoi. Ce qui est au centre de l'histoire, c'est la notion donc du conflit. L'histoire est conflictuelle par nature. Et c'est au sein de ce conflit que se fait l'histoire. Et non pas dans le but, fondamentalement, d'atteindre un concept, un idéal pur. Répondu à ma question. Alors je l'ai peut-être mal formulé. Je reviens dessus, donc. Vous avez parlé d'élus étant exécutants, mais ils exécutent quoi et énoncé par qui? Donc, oui, on revient sur le problème de l'action. Donc, c'était historiquement dans la création du comité d'arrondissement, hein, qui était créé, et c'était au sein donc, de ces comités que se créaient, hein, les décisions avec la participation de tous. Hein, c'était donc un mode de décision qu'on appelle, pour aller vite, démocratie directe. D'accord ? Alors, encore une fois, inévitablement, hein, je veux dire, le problème sera aussi récurrent. Hein, c'est fondamentalement aussi, il ne faut pas se leurrer, je veux dire, si on a été tous dans une assemblée, tout le monde n'est pas égalitaire dans une assemblée. Ça va de soi. Non, mais ça, il ne faut pas non plus avoir une discussion. Et effectivement, alors, moi, ce qui me gêne, encore une fois, c'est que il faudrait trouver un concept plus approprié, hein, que celui de représentation. Quelqu'un va prendre la parole et va se désigner comme étant le représentant, ou du moins le porteur d'une voix. Hein, ça, c'est clair. Mais encore une fois, le centre, hein, pour moi, de Marx, c'est éviter justement l'écart. Qu'il y ait une représentation qui s'instaure et qu'il y ait un écart entre la volonté, hein, de celui qui a été élu et la volonté de l'électeur. Hein.
et par conséquent qu'il y ait une oligarchie qui s'instaure. On arrête là. Je vous annonce la prochaine séance, donc la semaine prochaine avec Étienne Malibard, un titre énigmatique dont il nous donnera l'explication. Marx n'était pas marxiste et pourtant. Et je vous remercie une fois encore Norbert Renoir pour son intervention.